Donc, c'est ça. C'est une conférence, conférence, dans le sens où on voulait peut-être appeler ça atelier, mais le fait est que c'est pas mal moi qui va parler. Fait qu'on s'est dit que c'était pas un atelier, puis qu'on l'appelait appelé conférence, malgré le caractère un peu pompeux de la chose. Voilà. Donc, on fait une présentation sur les 50 ans. Dans le fond, en 2020, le Mouvement Action Chômage de Montréal fêtait son 50e anniversaire. Donc, je pense que tout le monde ici connaît le MAC. Je vais quand même le faire vite, vite, mais le MAC, c'est un groupe communautaire qui défend les droits des chômeurs et des chômeuses depuis 1970. Donc, on s'est dit, quand on a eu 50 ans, que ce serait intéressant de repasser à travers toutes les archives. C'est un peu ça qu'on vous présente ce soir. Petit coup de pouce de la part de la pandémie qui m'a dégagé du temps étrangement pour fouiller les archives. Il faut savoir que les archives du MAC, c'était un gros paquet de boîtes dans un coq-rond au pied de l'escalier de notre immeuble ici au 6839 de Relais. Donc, il y a eu un gros travail où est-ce qu'on a sorti les journaux, les tracts, mais aussi les procès-verbaux à travers le temps du Mouvement Action Chômage pour essayer de construire une histoire à partir de ça. Donc, on dit que c'est l'histoire des luttes pour le droit à l'assurance chômage, mais c'est à travers, plutôt à partir, vraiment les archives là, du Mouvement Action Chômage. On parle de ce point de vue-là. Donc, il y aurait une histoire syndicale à faire, il y aurait peut-être une histoire de la part de d'autres groupes à faire. Celle-là a vraiment été faite à partir du matériel qu'on avait dans nos archives. Je vais vous mettre à la fin le lien vers le roman feuilleton, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, on a publié sous forme de roman feuilleton à peu près un chapitre tous les mois. On a publié cette histoire-là. Donc, ce soir, c'est un peu un condensé là, de ce roman feuilleton-là qui, au final, fait à peu près 70 pages. Si vous trouvez que des fois, je vais vite sur certaines choses parce qu'il a fallu faire des choix, là, vous pouvez toujours vous référer à ce roman feuilleton qui est sur le site web du Mouvement Action Chômage de Montréal avec tous les détails. Histoire des luttes pour le droit à l'assurance chômage de 1970 à aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un petit peu de... Oui, voilà. Donc, on dit que le Mouvement Action Chômage a eu 50 ans. C'est pas tout à fait vrai dans le sens où la création vraiment là, officielle du Mouvement Action Chômage de Montréal, c'est 1974. Et quand on dit que ça a 50 ans, c'est qu'on revient à deux ancêtres du Mouvement Action Chômage qui sont la Maison du chômeur qui a existé de 1970 à 1971, puis ensuite le local populaire du sud-ouest de Montréal qui a existé de 72 à grosso modo 75. Il y a quand même une filiation assez forte, là, autant auprès des gens qui s'impliquaient dans ces groupes-là que dans les activités qu'on faisait. Donc, ce n'est pas juste deux ancêtres qui sont déconnectés, là, il y a une continuité. Donc, on va commencer ça avec la maison du chômeur. La maison du chômeur, elle est créée en 1970. Elle est créée à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Jean Pilon, qui est un ancien moine trappiste d'Oka, qui commence à s'impliquer dans son syndicat quand il arrive à Montréal, dans le quartier de Saint-Henri, dans les années 60. Il va être incarcéré durant la crise d'octobre pendant plusieurs jours, comme des milliers de personnes. Et il va réfléchir, selon la légende ou selon son récit à lui, il va réfléchir aux conditions de son quartier ouvrier, qui est le quartier Saint-Henri, pendant sa détention. Il est relâché le 26 octobre 1970, perd pas de temps. 5 jours plus tard, la maison du chômeur est inaugurée dans un petit local, rue Saint-Jacques, là, dans le quartier Saint-Henri. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, on est dans le sud-ouest de Montréal, donc un quartier vraiment anciennement industriel, ouvrier, à côté de Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, tout ça, proche du métro Lénine-Gros. Donc, on crée cette maison-là très rapidement. Il n'y a pas d'existence officielle. On est vraiment dans un groupe populaire qui se fait à partir du temps donné par les militants et militantes. Le projet des fondateurs, comme ils s'appellent eux-mêmes, c'est de régler la situation du chômage par le travail coopératif. Donc, on est quand même loin du travail qu'a fait le MAC dans les dernières décennies. On n'est pas tant dans la question de la contestation politique du régime d'assurance chômage ou même dans l'éducation populaire. On est dans la prise en charge des chômeurs. Je ne féminiserai pas ce bout-là parce que de ce qu'on sait, c'était majoritairement avoir unanimement des hommes là, qui fréquentaient la maison du chômeur. Mais donc, de se prendre en main eux-mêmes et de se trouver de la job et de eux-mêmes générer de la richesse pour se sortir du chômage. Le but, c'est de fonder une coopérative de production fondée sur le travail gratuit de ses membres pour ensuite réinvestir les profits dans la création de ce qu'ils appellent les services offerts gratuitement. Donc, on parle de services médicaux, de loisirs, d'une garderie populaire. Il y a beaucoup de récupération à la maison du chômeur. Donc, principalement, c'est de prendre
des objets, là, que ce soit des télévisions, des machines à coudre, des vêtements, de les réparer dans des ateliers et de les revendre. Et après ça, les profits, les maigres profits vont dans le fait d'offrir des services gratuits, là, comme je l'ai dit. On veut vraiment être indépendant. Étrangement, il y a quelque chose d'un peu chrétien à la maison du chômeur. On prône dans une certaine mesure la rédemption par le travail et on veut se distancier ce qu'on appelle déjà les chômeurs paresseux, les profiteurs. Là, le stéréotype contre les chômeurs et chômeuses qu'on entend tout le temps, bien là, il n'est pas véhiculé contre la maison du chômeur, il est à l'intérieur même de la maison du chômeur. Donc, c'est vraiment de démontrer que par la valeur du travail, on est capable de sortir de la situation du chômage. On avait très peu d'archives. Hein. Ici, en fait, on avait 0 archives au Maison du chômage sur cet épisode-là de la Maison du chômeur. Donc, on est allé à partir d'une recherche dans les journaux de l'époque. Et on a pu trouver plusieurs photos, plusieurs articles. C'était très médiatisé à la Maison du chômeur. Il y avait des articles, on a trouvé une trentaine d'articles pour la seule année d'existence dans Le Devoir, La Presse et le Montréal Matin, si ma mémoire est bonne. Donc ici, on a quelques exemples là, de comment ça fonctionnait. C'était vraiment ça. Donc, on réusinait, on recyclait différents produits. Donc, citations. Au fil de la présentation, il y a beaucoup de visuels, mais j'ai mis quand même quelques citations pour se remettre dans l'esprit de l'époque. Donc, la maison du chômeur, c'est un refus d'être condamné à survivre en fonction du bien-être social, de l'assurance chômage ou des œuvres de charité. On a une clinique juridique pour les personnes qui ont des démêlés avec l'assurance chômage et le bien-être social, une clinique médicale gratuite là, aux membres. Ça fonctionne avec des économies de bout de chandelle, la maison du chômeur, et rapidement, ils vont faire face là, à peut-être une expropriation. L'État se met à mettre la main là-dedans, à dire vous n'êtes pas un organisme dûment constitué, tout ça. C'est là qu'arrive la jeunesse ouvrière catholique. Donc les JOC, qui ont un organe qui s'appelle Action nationale chômage, qui est très proche de la CSN à cette époque-là. Et Jeunesse ouvrière, l'Action nationale chômage, donc qui relève de Jeunesse ouvrière catholique, va un peu incorporer, va donner une existence légale au mouvement Action chômage de Montréal. Concrètement, ça je l'ai déjà dit, on récupère des vieux meubles, tout ça. Il y a toute une structure. Donc, la vie associative est structurée avec un collectif ouvrier qui assure un niveau supérieur de décision et qui nomme un porte-parole. Puis, il y a aussi un conseil ouvrier, une espèce de comité exécutif là, qui réunit un délégué pour chaque atelier de travail. Donc, on compte à peu près une dizaine d'ateliers de travail, électronique, textile, jouets, nourriture, tout ça. Ça fonctionne assez bien, quoiqu'on n'a pas vraiment de traces pour nous le dire. Là. Le seul document là, qui existe par rapport à la maison du chômeur, c'est un livre qui s'appelle « Les chômeurs du Québec ». Ceux qui me voient en vidéo, je le montre présentement, qui a été publié chez Parti pris en 1977 par Jean-Michel Barbe. Donc, c'est principalement là qu'on a notre information et dans les journaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de mars 1971, le modèle va s'exporter à travers l'Action nationale chômage et on va créer des maisons du chômeur dans différentes villes du Québec, notamment Québec, Hull, Rimouski, Trois-Rivières, Jonquière. On veut sortir du chômage par l'invention, selon les textes constitutifs de la maison du chômeur, créer une société parallèle de travail et extirper le chômeur de son isolement pour qu'il retrouve la dignité par le travail. La maison du chômeur, elle va, grâce à des dons de mécènes privés, tout d'un coup avoir un énorme entrepôt, mais va être évincée de cet entrepôt-là parce que, en fait, la ville va décider qu'ils ne sont pas aux normes, que le building n'est pas aux normes, donc ils demandent à la maison du chômeur de faire elle-même des réparations pour à peu près 25 000 ce qui, à l'époque, en 1971, représentait une somme considérable. Il n'y a pas de subvention de l'État. C'est ça. Ça va donner un dur coup à la maison du chômeur, cette histoire-là. Ils retournent dans leur premier local, rue Saint-Jacques, et il va y avoir des chicanes à l'interne. Ce qu'on sait, c'est que vers avril-mai 71, Jean Pilon, donc le fondateur de la maison du chômeur, il va démissionner avec fracas. Et il va être accusé, parce qu'il est accusé d'autoritarisme par les membres, qui disent qu'on a beau avoir une structure, un conseil ouvrier, un comité exécutif, tout ça, c'est pas mal lui qui décide de tout. Jean Pilon va faire une sortie dans les médias en disant « Je n'ai rencontré, et je le cite, que des paresseux, des parasites, chômeurs méfiants, dont leur seul but était de tirer un profit personnel quand ce n'était pas des étudiants,
désireux d'expérimenter leur isme. Parce que quand il dit ça, c'est que Pilon, depuis le début, puis certains autres membres sont très allergiques de se faire associer à une quelconque mouvance d'extrême gauche, là, que ce soit le trotskisme, le maoïsme, le stalinisme, les mythes. Eux autres sont vraiment là, ils sont vraiment pour leur autonomie, puis jamais ils vont le définir par une idéologie politique. Mais par leurs actions, ça va se trahir, mais ils veulent vraiment ça. Pilon déchire sa chemise dans les médias, quitte. Et finalement, la maison du chômeur, elle va fermer elle va fermer donc au début de l'été. Je vous mets une autre photo. Ça, je l'ai dit, excusez-moi. Je vous montre en attendant d'autres images des différents, des 10 ateliers là, qui constituaient la maison du chômeur, donc la menuiserie. Puis on voyait qu'il y avait aussi une garderie, puis l'implication des enfants, des chômeurs et chômeuses. Donc ça, c'est Michel Richard aussi ramassait du linge et le donnait à Yves Fréchette et Robert Carleton, qui s'appelaient eux-mêmes les quêteux. Selon un excellent reportage, je crois que j'ai pris ça dans Allopolis, je ne me souviens plus, mais c'est étonnant les médias là, qui couvraient à l'époque la maison du chômeur. La maison du chômeur va même accueillir Robert Stanfield, là, qui était chef du Parti progressiste conservateur à l'époque. Et finalement, donc c'est ça. En juin 1971, la maison du chômeur de Saint-Henri va fermer ses portes. C'est un peu paradoxal parce qu'entre-temps, le modèle s'est vraiment exporté partout dans les villes que j'ai nommées tantôt, mais aussi à Sorel, Victoriaville, Thetford Mines, Saint-Hyacinthe. Le modèle est repris partout, mais celle de Montréal, étant donné le départ de Jean Pilon et les problèmes financiers, va juste fermer ses portes. On nous parle d'une évaluation critique de l'expérience vécue. On nous dit que ça va réouvrir bientôt, mais dans les faits, ça ne réouvrira jamais. Donc, c'est fini la maison du chômeur, ça se termine en juin 1971, ça ne réouvrira jamais ses portes à Montréal. Par contre, les acteurs, dont Jean Pilon, mais aussi d'autres membres de la maison du chômeur, vont réapparaître par la suite au local populaire du Sud-Ouest. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je l'ai déjà dit, là, c'est des quartiers ouvriers. Il y a eu la fermeture, l'ouverture, de la voie maritime dans le Saint-Laurent en 1959. Ce qui fait que les usines qui sont sur le bord du canal à la Chine, parce que normalement les bateaux passaient par le canal à la Chine, vont fermer une par une. Ça va s'appauvrir encore plus dans ces quartiers-là, étant donné l'arrivée de la voie maritime. En juin 1972, le Front populaire du Sud-Ouest de Montréal est fondé pour revendiquer la réouverture de nombreuses écoles primaires francophones dans le secteur. Et ça, c'est Jean Pilon qui porte cette revendication-là avec d'autres personnes, mais ne sont jamais nommées. C'est toujours son nom qu'on voit dans les archives. Le Front populaire devient en octobre 1972 le local populaire qui a pignon sur rue Avenema, rue Adley, pour ceux qui connaissent le coin, et ensuite sur la rue Monk. Là, on va plus large que la maison du chômeur. On a une cuisine collective, des ateliers de planification des naissances, des ateliers d'aide pour les problèmes de logement. On organise, ça c'est l'image qu'on voit ici là, sur la diapo, des tribunes publiques dans les parcs pour que le monde ordinaire, et je cite, puisse venir parler de leurs problèmes et communiser leurs réflexions et expériences. On a il n'y a pas de trace officielle de ça, mais il y aurait eu un service de reconnexion artisanale à l'électricité quand Hydro-Québec débranchait les ménages du Sud-Ouest. Mais ça, évidemment, on a peu de traces. Encore une fois, on ne se définit pas vraiment idéologiquement, mais on parle d'animateurs sociaux, donc on semble être proche de quelque chose qui ressemble à Saul Alinsky, Chicago, c'est-à-dire d'essayer de faire de l'animation sociale, de faire de l'organisation communautaire à la base à partir des problèmes vraiment quotidiens là, du monde qui habite dans le quartier. Déjà, on voit là, qu'on est nettement plus campé dans la revendication et l'action politique que la maison du chômeur. Première manifestation le 23 octobre 1972. Le local populaire organise une manifestation contre une compagnie qui s'appelle Totem Converters System, qui fait travailler des gens, principalement des femmes, qui travaillent de chez elles pour faire des sacs à un horaire de 13 cents de l'heure. La commission du salaire minimum, on était avant la CNESST, n'a pas de mécanisme pour contrôler le travail à domicile. On se rappelle que le salaire minimum est à 1,60 de l'heure à ce moment-là. Pourtant, Totem paye les couturières à domicile 13 cents de l'heure. Première manifestation, donc citation, à travers Totem Converter System, les manifestants s'en prenaient à toutes les entreprises abusant de la crédulité, de l'ignorance ou de la misère de certaines personnes pour acheter leurs services à des prix dérisoires.
rapidement, pas la maison, excusez-moi, le local populaire va s'intéresser à l'assurance chômage, principalement par l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Michel Dansereau, qu'on voit sur la photo, c'est le moustachu, ici, à droite sur la photo, qui est un prof de musique dans une école à Verdun, mais qui est très impliqué en tant qu'enseignant à CSN, qui va même être arbitre, partie syndicale dans l'ancien tribunal du chômage, qui n'existe plus depuis la réforme Harper, on y reviendra. Mais à l'époque, c'était les conseils arbitraux là, qui entendaient les appels des chômeurs et chômeuses qui voulaient contester. Lui, il est là. Et il va s'impliquer énormément au local populaire. Ils vont faire en novembre 2012 une sortie pour dénoncer les abus de la Commission de l'assurance chômage. Ça, c'est l'organisme administratif du gouvernement canadien qui s'occupe de l'assurance chômage. Pour dénoncer donc sa lenteur, son caractère inquisitoire. Il en appelle à un regroupement des groupes populaires qui travaillent bénévolement pour la Commission. C'est comme ça qu'il dit à l'époque. Après ça, l'organisme, le local populaire, va être inondé. On parle de 1600 appels en une semaine sur les questions d'assurance chômage. Et début décembre 1972, on commence les séances d'information. Donc, pour ceux qui connaissent le MAC, la séance d'information, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental chez nous parce qu'on fait de l'éducation populaire autonome. Ça commence là, en décembre 1972, avec des rencontres d'information dans différents quartiers de Montréal. Donc, les invasions de bureaux de chômage. Outre les séances d'information populaire, on va utiliser les occupations de bureaux de chômage pour faire débloquer des dossiers qui sont bloqués, des dossiers de chômeurs et chômeuses dans lesquels il y a des délais épouvantables. Donc, la méthode est assez simple. J'ai une citation ici. Le 11 janvier est déclenchée la 10e opération d'invasion du bureau de la rue Sherbrooke. C'est pour ça qu'on est bien avant Service Canada. Des bureaux de chômage, il y en a plusieurs à Montréal qui ont pignon sur rue, pas un par quartier, mais quasiment. Donc, on est vraiment dans une logique de plus de proximité là, de la part du gouvernement. Quand on parle d'occupation, qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, ils disent que la tactique est efficace et quelques centaines de chômeuses ressortent de ces occupations avec un chèque totalisant plusieurs semaines de prestations d'assurance chômage en retard, résultat de l'incurie et du laisser-faire bureaucratique de la CAQ, c'est la Commission d'assurance chômage. Grosso modo, on se présente là, on fait des guirlandes avec du papier toilette, on s'installe dans la salle à 10, 20, on joue de l'accordéon, on chante des chansons, puis on ne bouge pas tant que les gens qui sont là, généralement une dizaine de chômeurs qui viennent demander leur chèque, ne sont pas repartis avec un chèque. C'est très efficace. On parle de plusieurs dizaines d'occupations qui ont été faites comme ça sur 2 ans, entre 72 et 74, et après quelques heures, les gens sortent avec leur chèque. C'est même toléré par les bureaux de chômage qui ne sont pas nécessairement contents d'accueillir ce petit carnaval, mais qui ne les mettent pas dehors non plus. C'est une époque tout autre, visiblement. Aujourd'hui, on imagine bien que ça te ferait à peu près 2 minutes avant que les gens se fassent tasser de là. On voulait parler de l'alliance avec les fonctionnaires. C'est intéressant. En 1973, il y a une centaine d'employés là, sur 250 du centre régional de paiement de la Commission de l'assurance chômage de Montréal, qui, dans la citation, on dit « Fatigués de porter l'odieux de la situation, se rebellent contre le système et offrent leur collaboration aux chômeurs pour que ceux-ci touchent leurs prestations. » Donc, les fonctionnaires eux-mêmes sont très tannés, n'en peuvent plus finalement de devoir avoir des directives pour refuser les chômeurs et chômeuses et de leur dire « attendez le délai après plusieurs semaines ». Il va même avoir une distribution de tracts conjointes entre le local populaire et le syndicat des fonctionnaires de l'assurance chômage en 1973. Dans le tract, on peut lire « Nous avons commencé à collaborer avec le local populaire du Sud-Ouest et nous avons l'intention de continuer. On veut que les chômeurs soient payés. Nous sommes du monde. Il faut nous traiter en humains. Les chômeurs qui attendent leur chèque sont aussi du monde et il ne faut pas les sacrifier pour qu'un 3 petits points d'incompétent garde sa job. » Donc, on va même. Les liens avec les fonctionnaires sont plutôt bons, là. Pas tout le monde, évidemment, mais en général, oui. En mars 1973, il y a même une occupation du bureau de chômage dans lequel il y a plusieurs employés, des fonctionnaires qui ont été congédiés. Donc, le local populaire va en solidarité avec les fonctionnaires congédiés et organise une séance d'information impromptue, étant donné qu'ils viennent de tomber sur le chômage. En janvier 1974, les fonctionnaires du bureau de chômage de la rue Saint-Urbain vont jusqu'à envoyer un don de solidarité de 100 $ au fonds de grève des employés de Shellcast, qui était privé d'assurance chômage. Donc, c'est un peu là que commence
je veux dire, la collaboration. On a toujours eu cette relation-là avec les fonctionnaires ici au MAC de Montréal. À la fois, on doit les convaincre d'accepter de donner leurs droits ou leurs dus aux chômeurs et chômeuses, mais il y en a plusieurs qui apprécient notre travail, qui se montrent en solidarité et qui même nous envoient des gens. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui disent « j'ai été référé par mon agent à Service Canada ». Donc, on voit là, que les alliances ne datent pas d'hier. Ensuite, il va y avoir, le Cap populaire va organiser une grande dénonciation de ce qu'il appelle les loups de l'escouade anti-chômeurs en 1973. Le Cap populaire déplore la fabrication de preuves par les enquêteurs et les enquêtrices. On dit qu'ils influencent les déclarations ou induisent les prestataires en erreur pour ensuite leur couper leur chèque, notamment les déclarations de chômeurs allophones faites au téléphone sans interprète. Ça va être très suivi, ça. C'est une campagne qui va être menée conjointement avec les services communautaires de Parkdale en Ontario, donc Québec et Ontario, et qui aura une grande résonance au niveau médiatique. 1973, c'est aussi la première fois qu'on voit une revendication du mouvement Action Chômage, non pas de local populaire, mais anciennement mouvement Action Chômage. Jusque-là, on a des revendications sur l'administratif, les délais, les fonctionnaires. Là, on voit une première revendication en 1973 contre vraiment la loi en tant que telle, à savoir, il y a un projet de loi qui finalement ne passera pas, mais qui parle de punir les chômeurs et chômeuses qui sont coupables d'avoir quitté leur emploi, donc un départ volontaire ou une inconduite. Ceux qui nous connaissent un peu savent qu'on en fait énormément de ça, mais c'est la première fois que le gouvernement se dit on va punir ce monde-là en leur privant de prestations et le MAC, le Cap populaire à l'époque, fait une sortie contre ça. Donc, première fois qu'on voit là, vraiment une revendication d'ordre politique au-delà de vraiment les services et l'administratif. Le Cap populaire, c'est un groupe populaire. À l'époque, on parlait de groupe populaire et non pas de groupe communautaire. Mais tranquillement, là, il va y avoir un rapprochement avec la CSN. En fait, le local va se scinder en deux. On parle de Jean Pilon, de Michel Dansereau. Donc, Jean Pilon, qui était le fondateur, puis Michel Dansereau, qui est celui qui a amené vraiment les questions d'assurance chômage au local. On voit que Dansereau, là, il est en train de se rapprocher de la CSN avec une certaine, pas un clan, là, mais plusieurs membres du local populaire. Le 15 août 1973, Dansereau et plusieurs membres quittent Villemort et rejoignent le Conseil central des syndicats nationaux de Montréal. On va l'appeler le Conseil central à partir de maintenant, mais continue d'opérer sous le nom du local populaire. Fait que pendant un certain moment, il y a deux locales populaires. Il y en a un au Conseil central, c'est la rue Saint-Denis, au 1001 Saint-Denis à l'époque, et l'autre qui ne fait plus du tout de chômage, la gang de Pilon, qui reste à Villemort, continue de rebrancher les gens qui se font couper leur électricité et à faire de l'aide alimentaire et du droit du logement. C'est à cette époque-là aussi que le premier guide des conseils pratiques, pour ceux qui nous connaissent, va être publié, donc que la grande tradition d'éducation populaire commence au mouvement Action Chômage de Montréal. Le divorce est imminent, puis on va voir dans le prochain bloc là, que le MAC, en fait, finalement, que cette faction-là du local populaire va se séparer officiellement et c'est là qu'on va devenir le mouvement Action Chômage de Montréal en 1974. Mais encore. Donc, excusez-moi. Là, c'est vraiment des chapitres. Hein? C'est les chapitres du roman feuilleton qu'on a repris. Là. Donc là, on vient de faire vraiment le 71 à 74, les deux ancêtres. Là, on commence vraiment l'existence en tant que telle du mouvement Action Chômage de Montréal. C'est pour ça que ce chapitre-là s'appelle Autonomie et contre-réforme, parce que c'est une période où le MAC devient autonome, mais aussi où on fait face aux premières attaques du gouvernement contre la loi d'assurance chômage. 3 attaques dans ce bloc-là qu'on va voir ensemble par le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau à l'époque. Donc, le MAC devient très proche. Le 1er juin 1974, le groupe devient le mouvement Action Chômage de Montréal et on est très, très proche du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal, donc de la CSN à ce moment-là. Le MAC s'exprime très régulièrement au congrès là, du Conseil central. Citation. La plupart des membres d'Action Chômage sont des travailleurs sans emploi parce qu'ils refusent de travailler dans les cadres d'une exploitation capitaliste. Les membres ont tout simplement choisi librement et consciemment de s'engager dans une action politique bien définie. Les buts premiers du mouvement Action Chômage sont d'amener les chômeurs à élucider les causes réelles et les effets du chômage afin que d'instruire ceux-ci de leurs droits. Nous avons démontré aux chômeurs que dans plusieurs situations là où ils avaient échoué seuls, qu'une fois regroupés, ils réussiraient. Nous leur avons prouvé d'une façon concrète
que la solidarité était la seule force des travailleurs. Ça vous donne un peu l'état d'esprit là, à l'époque. En 1975, une première manifestation est organisée là, pour dénoncer le fait que la Commission d'assurance chômage ait versé des prestations en trop à plus de 20 000 prestataires dans la région montréalaise et on demande maintenant le remboursement de ces sommes-là de façon très agressive. Donc, on dénonce les comportements de la Commission. Alors, on aime beaucoup cette image-là, on trouve ça très drôle. Donc, le confessionnal de l'assurance chômage. Mon père, je m'accuse d'avoir abandonné volontairement une job de cul. Donc, à l'époque, le conseil pratique était ce premier-là, qui vient de 1973, on a mis l'image ici, là, et plein de ces belles caricatures-là, faites à la main. On l'a encore, c'est un beau document. On l'a retrouvé dans les archives. Voilà. C69, tout ça, c'est le numéro du projet de loi qui va devenir la loi modifiant la loi sur l'assurance chômage. Donc, première attaque de Trudeau-Père. On parle souvent du néolibéralisme, de l'ère Reagan-Thatcher comme commençant dans les années 80. Il faut faire attention parce que quand on fouille un petit peu, on se rend compte que la deuxième partie des années 70, c'est pas mal fini les 30 glorieuses, puis c'est un peu les débuts du néolibéralisme qui va mener là, à cette ère de néolibéralisme très, très forte, mais ça commence avant les années 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant 1975, on a en fait en 1971, le gouvernement de Trudeau-Père a fait adopter une nouvelle loi sur l'assurance chômage qui couvrait à peu près, pas à peu près, qui couvrait 96 des travailleurs et travailleuses en chômage. On a un taux de couverture avoisinant les 40 aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une loi là, qui protégeait les travailleurs et travailleuses en cas de chômage. Dans le cadre du programme de la société juste sur lequel s'était fait élire là, Trudeau en 68, si ma mémoire est bonne, à sa première élection. Mais à partir de 75, il va commencer à attaquer sa propre loi. Donc, le projet de loi C-69, il fait plusieurs choses. Il prive les prestataires, en fait, il prive les chômeurs, et chômeuses de plus de 65 ans de leurs prestations, direct, de l'âgisme, pas trop de questions, tu as 65 ans, pas de chômage. Ça va être modifié un petit peu, là, mais c'est ça l'esprit. Le paiement anticipé qui permettait de recevoir un chèque d'assurance chômage plus rapidement en cas d'urgence, aboli. Et on vient doubler la pénalité pour les exclusions pour départ volontaire. Ce qu'on voulait faire là, en 1973, mais finalement, on le fait 2 ans plus tard, avant. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait un départ volontaire ou qu'on a été congédié pour des questions disciplinaires, c'est une exclusion totale. Sauf exception, on n'a juste pas le droit à l'assurance chômage. Avant 75, c'était 3 semaines où tu n'étais pas payé. À partir de 75, avec C69, c'est 6 semaines. Le projet de loi entre en vigueur le 1er janvier 1976. La mobilisation est difficile au MAC de Montréal, notamment pour des questions de stratégie qui ne sont pas les mêmes dans le milieu syndical, dans le milieu populaire. Puis le MAC se retrouve un peu aux intersections de ces deux milieux-là. Puis la tempête éclate. Grosse crise interne. Encore une fois, on accuse le leader officieux. Il y a eu Jean Pilon à la maison du chômage, cette fois-ci Michel Dansereau, qui est accusé de mener le bal complètement seul. On a même retrouvé le terme dansérisme. Donc, on a accusé Michel Dansereau. Michel Dansereau était devenu là, pratiquement un système politique. Il y a 2 franges qui vont un peu s'affronter. Une première gang de militants qui souhaitent une décentralisation des activités du MAC. À travers différents quartiers pour rejoindre le plus de sans-emploi possible, donc de fonctionner sur une manière autonome, sur une base locale, en privilégiant la coopération avec les groupes populaires. Cette gang de militants et militantes-là veut prendre ses distances du Conseil central, à qui on reproche de négliger la défense des chômeurs et chômeuses non syndiqués. Le Conseil central, de son côté, perçoit davantage le MAC comme un syndicat de chômeurs intégré à l'appareil syndical qui se concentre plus sur l'action politique que sur l'offre de services individuels. Pour eux, c'est au syndicat d'offrir le service. Le MAC est là, une espèce de syndicat officieux pour faire de l'action collective, mais sans plus. Cette approche-là est critiquée par plusieurs qui veulent faire du service individuel en même temps, parce que souvent, le service individuel va être vu comme une porte d'entrée vers l'action collective. Et puis ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Les gens viennent pour une question personnelle et finalement, peut-être vont se politiser en cours de route ou vont comprendre la dynamique plus large là, que la leur. On n'est pas tendre là, sur la mobilisation qui a été faite pour contre 669. On dit l'équipe, après en avoir discuté, s'est refusée de faire de l'activisme plus longtemps et de dépenser à coût de 1000 piastres l'argent des travailleurs pour faire des shows ou annoncer des hotlines sans en aviser personne.
le 25 mars 1976, le MAC prend officiellement ses distances du Conseil central et déménage. On était dans les locaux du Conseil central. C'était assez patent, là, comment c'était proche. On déménage du 1015 de la rue Saint-Denis pour déménager sur la rue Sainte-Catherine dans le village. Donc, métro Beautry, à côté de ce qui est aujourd'hui à Dadégan, autrefois la rue Amherst. Là, il va se passer des choses très intéressantes. C'est presque un western rendu là. Dansereau, il va fonder son propre groupe qui s'appelle le Comité de mobilisation et aux luttes ouvrières, le CML, qui, dans la nuit du 12 octobre 1976, défonce le local du MAC et va voler l'ensemble des archives du groupe afin de devenir, qui veut en fait s'approprier tout le matériel du MAC et veut être reconnu par le Conseil central comme le seul groupe là, de défense des chômeurs. Ça joue dur. Donc, c'est dénoncé avec vigueur. Donc, suite aux derniers événements vécus, le mouvement Action Chômage n'a pas d'autre choix que de dénoncer avec vigueur l'attitude putschiste, les majuscules ne sont pas de moi, mais étaient bien dans le texte, et fasciste du CMLO. Putschiste et fasciste parce que le CMLO n'a pas eu honte d'employer les méthodes dignes de la gendarmerie royale et du Chili de Pinochet pour voler tous les documents et matériels d'un autre groupe populaire. Le Conseil central va exiger que tout le matériel soit retourné au MAC et le CMLO, on n'entend plus parler après ça, après quelques mois, et on n'entendra plus parler de Michel Dansereau non plus. Une deuxième attaque durant cette période-là, en 1977, de Trudeau père avec un nouveau projet de loi. Celui-là aussi fait très mal. On parle de 253 000 personnes qui vont être coupées du droit à l'assurance chômage. Excusez-moi, le projet de loi qu'on a parlé il y a 2 minutes, ça, c'était 155 000 personnes qui ont vu leur... C'est quand même gros là, comme impact au Canada, qui ont perdu leur droit à l'assurance chômage. Là, avec C27, on parle de carrément 253 000. Qu'est-ce qui fait C27? Ils divisent le Canada en régions de chômage, un peu comme aujourd'hui. Donc, on s'éloigne de critères qui seraient universels coast to coast. On dit que dans telle région, ça va être plus compliqué, ça va prendre plus de semaines, tout ça. Donc, on établit un seuil d'admissibilité variable selon les régions. Dans certaines régions moins touchées par le chômage, on exige désormais 14 semaines au lieu de 8. Donc, on vient presque doubler le nombre de semaines de travail nécessaires pour se qualifier à l'assurance chômage. Donc, c'est quand même gros. L'analyse du MAC, c'est que les principales victimes sont les travailleurs récents sur le marché du travail ou à temps partiel, en l'occurrence les femmes, les jeunes et les immigrants et immigrantes. Une citation intéressante, les femmes immigrantes constituent la majeure partie de la force de travail dans l'industrie du textile, dans un contexte où les préjugés sociaux autour de la question du chômage sont utilisés pour justifier le chômage lui-même. On pourrait facilement apercevoir les immigrants et immigrantes comme des voleurs de jobs. Ce préjugé s'intègre avec les autres préjugés sur le chômage, préjugés entretenus par la société capitaliste. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire avaler sa deuxième réforme en 2 ans, le gouvernement Trudeau va orchestrer une vaste campagne publicitaire anti-fraudeur. Donc, c'est la première fois qu'on ce refrain-là, on va nous le servir souvent, justifier des coupes en disant qu'il y a trop d'abus dans le système. L'ironie de la chose, c'est que la dite campagne publicitaire va coûter proche d'1 million de dollars en 1977, alors que le taux de déclaration trompeuse à l'assurance chômage est environ de 0,4 % par rapport aux sommes qui sont fournies. Ça, c'est un extrait de notre guide des conseils pratiques sous forme de roman savant en 1977 par rapport au relevé d'emploi. Cette période-là va être ensuite marquée par le... excusez-moi, ça c'est un extrait. En fait, c'est le premier... c'est le deuxième journal, le deuxième numéro du journal Action Chômage, paru en décembre 1977. Donc, on voit que l'éducation populaire continue, puis même à CPNO, on avait les séances d'information, le guide. Là, on a carrément un journal. Cette période-là, c'est aussi la période du divorce avec la CSN. Il y a une réflexion très forte en 1967 qui commence sur la place de l'action politique et de la mobilisation dans l'organisme. L'organisme, ça arrive souvent, cette espèce de discussion qui peut virer en chicane sur l'équilibre à atteindre entre le service individuel et l'action collective. Ça arrive souvent après des réformes épouvantables où les chômeurs sont coupés, puis le service explose, la demande de service individuel explose, puis là, on se pose la question au MAC, est-ce qu'on fait, là, on fait juste du service, on perd la question de l'action collective. Donc, c'est caractéristique. Là. Après chaque réforme, il y a pratiquement une petite crise ou du moins une réflexion là-dessus.
Ça, c'est des extraits de procès-verbaux où ça se chicane. Donc, néanmoins, il ressort un consensus minimal exprimé par les membres à l'effet que le MAC, à travers les services qu'il rend aux travailleurs chômeurs, on s'appelait comme ça à l'époque, tente avec ces derniers de leur démontrer le caractère injuste et exploiteur de notre société, et ce, à travers les difficultés qu'ils vivent avec la Commission d'assurance chômage. Dit plus simplement, le travailleur chômeur doit comprendre que le problème n'est pas en lui, mais dans l'organisation de la société et qu'il devrait agir en conséquence, s'impliquer, s'il veut que cette société change dans ses intérêts. Excusez-moi, j'ai pas fini ça. Donc, on a deux groupes qui s'opposent durant cette crise-là. Le premier, identifié au Conseil central, lui, il cherche à construire un front large contre la pauvreté. Notamment, c'était à l'époque le Conseil provisoire populaire qui regroupait l'ADDS, donc l'Association de défense des droits sociaux, c'est pour l'aide sociale, les ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale, donc, qui traite des questions de budget, d'endettement, de consommation, le MAC et les syndicats. Ce premier groupe-là, il milite pour l'incorporation légale du MAC et il veut aussi des structures associatives ou démocratiques qui sont proches là, de ce qu'on retrouve dans le milieu syndical. Le deuxième groupe, lui, c'est pas très clair de quelle paroisse il se réclame. Il a l'air un petit peu libertaire, mais je me garde une réserve parce que les archives ne sont pas claires là-dessus. Lui, il dénonce la bureaucratisation du MAC par ce premier groupe-là. Il est pour moins de structure, il veut décentraliser encore davantage le MAC et former un regroupement non officiel de chômeurs à travers la province. Le ton monte. C'est un peu difficile de comprendre là, les tenants et aboutissants de cette chicane-là. On s'accuse de mépris de la classe ouvrière et de trahison de part et d'autre, chaque groupe. Finalement, ce qui va se passer, c'est que la gang plus proche du Conseil central va quitter en 1978 et que le MAC va complètement rompre ses liens avec le Conseil central, qui va lui-même créer son propre comité de lutte au chômage. Donc, le MAC, à ce moment-là, devient vraiment un groupe populaire sans aucun lien avec les syndicats. Évidemment qu'il y aura toujours des liens avec les syndicats parce qu'on s'occupe de chômage et de droit du travail, mais au niveau du financement, au niveau de l'autonomie, il n'y a plus de lien avec la CSN. Oh, pardon. Alors, dernière entrée dans ce chapitre-là, c'est la troisième attaque de Trudeau contre son propre régime, C-14, qu'on a aussi appelé les mesures Collin, du nom de Bud Collin. Ce bon vieux Bud, qui était ministre de l'assurance chômage, emploi et développement social, le nom du ministère change tout le temps, qui nous fait une belle réforme en 1974. Où le taux de prestation, c'est le pourcentage de salaire qu'on va recevoir en termes de chèque d'assurance chômage. On était à 66 %, on baisse à 60 %. Les mesures Collin vont aussi créer, pour les initiés dans le jargon, la DEREMPA. Donc, elle va créer deux catégories de chômeurs. Elle va dire, si tu as travaillé 15 semaines complètes dans la dernière année, tu as le droit à l'assurance chômage. Si tu as travaillé moins que 15 semaines dans la dernière année, pour être éligible, on retourne 2 ans en arrière, puis là, on te demande d'avoir travaillé 20 semaines. Donc, on vient pénaliser les gens qui ont peu de temps de travail dans la dernière année. L'analyse du MAC à ce moment-là, c'est que ça vise qui? Bien, encore une fois, les plus précaires, donc les jeunes, les femmes, les immigrants et les immigrantes, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés en cours d'année sur le marché du travail ou qui n'ont pas les 20 semaines il y a 2 ans parce qu'ils n'étaient pas au pays, ils étaient en congé de maternité ou ils n'étaient pas en âge de travailler. Donc, petite citation, encore cette année, la propagande sexiste de l'État et des patrons attaque les femmes sur la question du chômage. Même si le chômage atteint plus durement les femmes que les hommes, on attribue au retour des femmes sur le marché du travail la hausse du taux de chômage. On considère le rapport à la population active comme marginal et secondaire. Les préjugés qui veulent que les femmes soient la cause du chômage et qu'elles n'ont pas besoin de travailler sont faux et visent à diviser les femmes et les hommes dans leur lutte pour une vie dans des conditions décentes. Le MAC de Montréal tient à dénoncer cette propagande sexiste. Autre citation, nous, on pense que les chômeurs ne sont pas responsables de la crise économique. Nous, on n'en profite pas de cette crise. On l'a subie. C'est pour ça que la crise du pétrole, 73, une autre, ça vient des années 80. Économiquement, ça ne va pas bien du tout, fermeture d'usines, tout ça. On pense au contraire que les compagnies profitent de cette crise pour augmenter leurs profits. On pense qu'ils sont les vrais responsables de la crise actuelle. Et ce n'est pas à nous de se serrer la ceinture pour leur permettre de faire encore plus d'argent. Donc, ça va pas, c'est pas très gai, là, cette période-là. 3 réformes de suite, on n'arrive pas à bloquer ça, malgré une mobilisation assez forte. Là,
On va organiser des soirées festives, une grande manifestation dans le quartier Hochelaga le 6 avril 1979, des séances d'éducation populaire, tout ça. Mais la réforme passe quand même. Dernière citation. Pour vous montrer un peu l'état d'esprit de l'époque, ça ne va pas très bien. Il ne s'agit, à partir de ces constatations, de développer un point. Il ne s'agit pas, pardon, à partir de ces constatations, de développer un point de vue réformiste, au contraire. Nous savons à quel point il est inutile de se contenter de demander à l'État de faire quelque chose. Cependant, il serait ridicule de renoncer à lutter à lutter pour des réformes, car une part de plus en plus large des chômeurs est réduite littéralement à la misère et a intérêt dans le court terme à trouver une solution immédiate à ces problèmes concrets. L'acuité de leurs problèmes quotidiens nous oblige à ce réalisme. Nous sommes dans une période non révolutionnaire. La perspective réaliste pour le MAC et les organisations apparentées, c'est d'organiser la lutte contre la détérioration des conditions de vie. Les chômeurs sont prêts à lutter, le sommes-nous. Fin de la citation. Les années 80. C'est des années importantes parce que les groupes populaires de lutte à la pauvreté et les syndicats vont devoir se repositionner politiquement face au discours du néolibéralisme. Étrangement, en termes d'assurance chômage, ce n'est pas les pires années. On va craindre énormément au MAC de Montréal sur l'année du régime des années 80. Il va y avoir beaucoup d'idées lancées par le gouvernement Mulroney, mais il n'y aura pas d'attaque. Il va y en avoir une grosse là, sur les chômeurs pré-retraités, je viendrai, mais ça n'a rien à voir avec les trois qu'on vient de voir. C'est relativement tranquille. Le MAC continue à réfléchir à l'action collective. Il se décentralise. Il offre des séances d'information dans les quartiers Saint-Louis, Centre-Sud et Hochelaga. Il veut mettre l'accent sur l'autosuffisance des chômeurs et chômeuses, la connaissance de la loi par chacun et chacune, de sorte que chaque chômeur peut s'occuper de son cas et du cas de la voisine. On a ça dans une communication interne du MAC. Signe des temps, il y a un comité immigration qui se crée et qui traduit le guide des conseils pratiques en une dizaine de langues. C'est assez impressionnant comme travail, là. En hindi, en turc, en arabe, évidemment en italien, en portugais, tout ça. Donc, le MAC suit ce qui se passe au niveau de l'évolution de la population à Montréal. Le MAC poursuit son combat en 1981 contre les délais administratifs. Une pétition contre les délais de traitement des dossiers à l'assurance chômage est lancée un an plus tôt par le regroupement des chômeuses et chômeurs du Québec, le RCCQ, lointain ancêtre du MAS aujourd'hui. On salue. Quand même une pétition qui va récolter à peu près 20 000 signatures là, partout au Québec. Le MAC travaille également sur un manifeste. Un manifeste très intéressant, ça prend à peu près 2 ans, ça fonctionne sur le consensus. On l'a ici, on l'a mis sur notre site Internet aussi dans notre section de documentation si vous souhaitez le consulter. C'est un document très intéressant. Petite citation. Il y a des compagnies d'assurance qui refusent de payer leurs primes après un vol, un incendie ou un décès. Mais le gouvernement fourre encore plus de monde que ces compagnies-là. C'est par centaines de milliers qu'ils nous coupent en changeant sans nous consulter le texte de la police d'assurance, la loi de l'assurance chômage. En plus, pourquoi sommes-nous obligés de payer de l'assurance chômage? Ce n'est pas nous qui fermons les usines, qui remplaçons les gens par des machines, qui faisons des mises à pied massives comme au poste. Ça donne un peu le ton. On va commencer à avoir des assemblées générales mensuelles. Donc, en termes de démocratie, le MAC est très actif. On consulte les membres. En fait, on fait plus que les consulter, là, les membres. Toutes les décisions se prennent en assemblée générale. Il y en a une par mois. Il faut dire qu'il n'y a pas de permanence à ce moment-là. Le MAC n'est pas encore subventionné par soit l'État, soit Centraide, les bailleurs de fonds. Donc, il n'y a pas réellement de permanence. C'est vraiment du bénévolat. Ce qu'on comprend, c'est que c'est du monde en fait, qui sont prestataires d'assurance chômage, qui travaillent là. Très peu de traces là-dessus dans les archives aussi, parce qu'il y a un moment où il n'y a carrément pas de procès-verbaux. Puis quand il y en a, ben, on n'a pas les noms des gens qui parlent, c'est des prête-noms qui sont utilisés. Notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient au mouvement Action Chômage pendant qu'ils recevaient des prestations d'assurance chômage. Ils ne déclaraient pas leur gain de salaire, donc ils n'étaient pas officiellement au mouvement Action Chômage. Toute cette période-là, c'est un peu obscur en termes d'essayer de retrouver la trace de qui a dit quoi, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de réflexions. Citation, nous proposons que dans la mesure du possible, nous répondions collectivement aux problèmes individuels de chômage en favorisant des luttes continuelles dans les bureaux de chômage pour faire pression sur la Commission de l'emploi et de l'immigration. Ça change de nom, là, mais c'est toujours la même patente du gouvernement du Canada qui gère l'assurance chômage. Ça devient la CEIC là, à la fin des années 70.
Donc, le MAC propose des soupers communautaires, des activités populaires avec des thèmes précis qui permettent la discussion avec vraiment là, un objectif de mobilisation. Ça, j'en parlerai pas longtemps, mais le MAC, oui, il y a des revendications en termes d'assurance chômage, mais il y en a aussi en termes de création d'emplois. Ça va exister pas longtemps, entre 82 et 86. La photo que vous voyez là, c'est la Grande Marche pour l'emploi qui était organisée par des organisations syndicales et populaires à l'initiative de la CSN et qui a eu lieu fin mai 1983 où des centaines et peut-être même des milliers de marcheurs et marcheuses ont fait le trajet entre Québec, de Québec à Montréal. Les revendications de la marche pour l'emploi sont ici, là, je ne les lirai pas toutes, mais c'est assez clair. Là. On parle de réduction de temps de travail sans perte de salaire, congé de maternité à plein salaire, création d'un organisme public pour interdire les fermetures d'usines, une législation qui force le patronat à assumer les coûts qui impliquent l'introduction des nouvelles technologies. C'est le début des ordinateurs, hein, puis de l'électronisation de tout ça. Donc, il y a beaucoup de chômage créé par l'arrivée de l'ordinateur. Puis aussi, on veut une politique cohérente de création d'emplois face à la crise économique. Il commence à avoir des fermetures d'usines en masse. On veut que le gouvernement agisse là-dessus. Ça, c'est une autre photo de la Grande Marche avec des policiers en avant. À ma connaissance, on regarde les archives, c'est le seul moment où il y a une politique, une revendication claire sur une politique de l'emploi au Mouvement Action Chômage de Montréal. Le temps file, il est déjà 8 heures, donc je vais accélérer un petit peu. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, puis on n'est même pas à moitié. C'est une histoire riche. En 1982, réforme Axworthy. Quand on pense à la réforme Axworthy, on pense plus à 1996, sous Jean Chrétien, pour ceux et celles qui étaient là. Mais le même Lord Axworthy était ministre dans le gouvernement Trudeau. On est dans le dernier mandat de Trudeau-Père, là, en 82. Et on lui avait donné le mandat de faire une vaste réforme des programmes sociaux canadiens pour scraper, finalement, le filet social. Donc, en 82, le MAC va organiser, avec d'autres partenaires, le Front commun contre les coupures à l'assurance chômage. Mais finalement, il ne se passera rien, la réforme Axworthy ne sera pas mise en place. C'est pour ça que je vous disais que les années 80, on a toujours l'impression qu'il y a toujours des menaces, on parle de couper, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ça permet de donner un petit break au MAC qui va s'intéresser à d'autres luttes, qui va se montrer en solidarité avec les groupes en logement, qui va tenir des assemblées sur la rémunération des femmes, il va y avoir des revendications sur l'amélioration du régime pour les femmes enceintes aptes au travail, et aussi pour la réappropriation par les ouvriers des terrains des Shop Angus. Donc, vaste terrain de construction ferroviaire là, dans l'est de Montréal, entre sud de Rosemont, juste au nord de Hochelaga-Maisonneuve. Donc, le MAC va demander finalement que ces terrains-là soient donnés pour du logement social pour les chômeurs et chômeuses. Donc, citation, puisque maintenant les terrains Angus sont voués à un développement domiciliaire suite à la chute de l'empire industriel, il ne serait que juste que ce soit les victimes de la crise actuelle, c'est-à-dire les bas salariés et les sans-emploi qui en profitent par l'érection d'une majorité de logements sociaux de qualité. Et on continue à organiser différentes occupations, notamment ici au Bureau régional d'assurance chômage. Brian Mulroney en 84-86, ça c'est une vraie attaque qu'il va faire. Là, je dis souvent que c'est une décennie qui est marquée plus par des coups d'épée dans l'eau, mais là c'est vrai, il va le faire. Le gouvernement Mulroney va annoncer sans tambour ni trompette là, le 5 janvier 86 que les revenus de pension vont maintenant priver les travailleurs et travailleuses de plus de 60 ans du droit à l'assurance chômage pour le reste de leur vie. C'est-à-dire que si, là déjà, là, quand on a plus que 65 ans, même si on est capable de travailler, qu'on veut travailler, qu'on est apte au travail, l'assurance chômage ne nous payera pas depuis une des réformes de Trudeau-Père. Ce que Mulroney vient de dire, c'est que si tu reçois la pension de vieillesse, régie des rentes, tout ça, même si tu continues à travailler, c'est fini le chômage. Dès que tu as 60 ans, si tu reçois ça, fini. Donc, il va y avoir une vaste mobilisation, notamment du MAC, mais aussi par la QDR, l'Association des retraités pré-retraités du Québec. Donc, puis ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont faire une mesure qui est rétroactive. Ils vont la reculer jusqu'à 84. Donc, le MAC va mener une guérilla juridique pour aller au conseil arbitral, amener à peu près plus que 3000 dossiers pour dire ces gens-là ont le droit à l'assurance chômage. Il ne faut pas retourner en arrière et changer les règles du jeu. Donc, aujourd'hui, en pleine partie, on change les règles du jeu
Pourquoi? Ces citoyens et citoyennes vont contribuer au régime d'assurance chômage pendant 10, 20, 25, voire même 35 et 40 ans sans souvent jamais en retirer un sou. Les pré-retraités et les retraités considèrent odieux d'avoir à défendre des droits de survie alors qu'ils ont contribué à construire, à défendre ce pays pendant 30 ou 40 ans. Il va y avoir des vastes mobilisations. On va prendre à partie Brian Mulroney quand il va dans sa circonscription de Manicouagan, c'est à la Côte-Nord, inaugurer une usine de transformation de poissons. Il va se faire lancer des poissons dessus. Il y a vraiment une vaste, il va y avoir des manifestations et il y aura finalement, ça va être une victoire, ça, pour le MAC de Montréal, les autres groupes de défense des chômeurs et chômeuses et des retraités. On va reculer, on va changer la règle. Le fait de recevoir des revenus de pension, des régimes de rente va avoir un impact sur les prestations, mais ça ne va pas faire qu'à partir de 60 ans, tu n'as plus le droit à rien. Donc, le ministre Bouchard va annoncer que le gouvernement fait volte-face suite à la mobilisation. Il va même s'excuser pour les mauvais renseignements donnés par la commission. Donc, grosse victoire. Pardon. On va avoir plusieurs commissions aussi qui vont devoir se pencher sur l'avenir de l'assurance chômage, des commissions qu'on suspecte comme étant très dangereuses. La commission de Flora McDonald, qui est la ministre qu'on voit ici là, sur cette image-là, qui est une couverture du journal du MAC dans les années 80. Et ensuite, la commission Forget. La première journée de la commission Forget, Claude Forget, un conservateur notoire, réfléchit à haute voix en posant les questions suivantes. Est-ce que l'assurance chômage n'amplifie pas le chômage qu'elle prétend soulager? Faut-il limiter l'accès aux prestations d'assurance chômage à un seul individu par famille? En retirer les prestations de maternité? L'assurance chômage serait-elle mieux gérée par le secteur privé? Ça commence de même. C'est sûr qu'au MAC, on se dit que ça va mal se passer. On commence à développer aussi un argumentaire en disant que c'est un peu une opération de maquillage, tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'on retire des gens de la définition de chômeurs et chômeuses. On retire des gens qui peuvent avoir droit au chômage pour jouer sur les chiffres. Donc, au lieu de régler la question du chômage, on va exclure de plus en plus de chômeurs et chômeuses. On va attaquer, au lieu d'attaquer le chômage, on attaque les chômeurs et chômeuses pour un peu au niveau du gouvernement montrer des chiffres qui sont plus encourageants en disant, regardez, il y a moins de gens qui sont sur le régime, tout va bien. Les provinces ne seront pas contentes de ça parce qu'évidemment, s'il y a moins de gens qui sont éligibles à l'assurance chômage, où ils vont se ramasser ces personnes-là, souvent sur les programmes provinciaux d'aide sociale. Il y a aussi un jeu qui se joue entre Ottawa et Québec. Finalement, il va y avoir une grosse dissidence dans la communauté Forget, notamment de la part des gens du milieu syndical comme Francis Soboda et Jack Monroe. Et les recommandations, pour l'instant, sont complètement ignorées par le gouvernement Mulroney. Le hachoir à viande en 1988-1993. Je salue mon collègue Martin Richard, présent parmi nous aujourd'hui, qui est arrivé au MAC en 1991 et à qui l'on doit cette expression, le hachoir à viande, pour désigner finalement les attaques du gouvernement Mulroney contre l'assurance chômage. Grosso modo, le premier mandat Mulroney en 1984 et 1988, ça parle de politique néolibérale, on fait des commissions, tout ça, mais il ne se passe pas grand-chose, hormis la question des 60 ans et plus qui va être gagnée finalement, mais c'est vraiment dans son deuxième mandat. Il a attendu sa réélection, ce gouvernement-là, pour là passer à l'offensive et attaquer le régime d'assurance chômage. C'est pour ça qu'on appelle ça le hachoir à viande. Donc, excusez-moi, j'ai de la misère à changer de slide. Oui, réfléchir à l'action collective. On salue notre ancien collègue Jean Saragret, qui est ici dans une séance d'information en 1988 à son arrivée au MAC. Le MAC continue encore à réfléchir. Hein? Je voulais mettre des citations là-dessus pour démontrer un peu l'évolution de la réflexion sur l'action collective et les services individuels. Donc, les groupes populaires ont à jouer un rôle d'éclaireur dans le labyrinthe des politiques néolibérales au sein duquel la classe dirigeante nous enlise, mais l'urgence d'agir incite plusieurs groupes à s'embourber dans le service. Et malgré tous les efforts déployés par ces groupes, ils ne parviennent pas à suppléer au désengagement étatique en réduisant l'ampleur des ravages qu'ils présupposent. Il est indispensable que les groupes populaires fassent de l'action politique parce qu'ils doivent aussi être mobilisateurs et progressistes. Donc, première attaque du gouvernement Mulroney, C-21. Ça, c'est toujours le nom du projet de loi. Donc, on voit une pancarte là, qui était destinée à une manifestation. Autoroute C-21 en route pour l'EBS. Donc, c'est un peu la même logique dont je parlais tantôt. Plus c'est dur d'avoir accès à l'assurance chômage, mais plus on va sur l'aide sociale. Cette réforme renforce les préjugés à l'égard des chômeurs et chômeuses plus que jamais uniques responsables de leur état
et donne au régime une fonction qui ne lui convient pas, celle d'adapter l'offre de main-d'œuvre à la demande grandement affectée par l'écart de libre-échange. C'est le début du libre-échange. Ce n'est pas encore l'ALENA, c'est plus, on l'appelait juste l'ALÉ, je pense, l'accord de libre-échange à ce moment-là, mais on voit que les différentes, ce dont on va parler, les changements législatifs là, à la loi sur l'assurance chômage, ça favorise la souplesse du cheap labor. En fait, on veut offrir plus facilement du cheap labor dans le cadre du libre-échange, que toutes les normes soient les mêmes entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. C'est quoi C21? En gros, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient encore réduire le taux de prestation. Donc, c'est plus 60 du salaire. On baisse à 57 et on augmente le nombre maximal de pénalités. Encore la logique punitive. Ce ne sont pas toujours les mêmes réformes, hein, mais c'est juste de pire en pire. Pour le départ volontaire et l'inconduite, on était à 3 semaines, ensuite à 6, là, on passe à 12 semaines d'exclusion. Le MAC va dénoncer cette approche-là punitive, notamment en disant non seulement l'actuel projet de loi C21 rend-il plus difficile l'admissibilité au régime, accroissant la précarité de nombreux travailleurs et surtout travailleuses sur le marché du travail, mais il sera à toute fin pratique impossible de quitter son emploi ou d'en refuser un qui n'apparaît pas convenable aux yeux du premier concerné, le salarié. C'est-à-dire qu'on veut empêcher ou dissuader les gens de quitter leur emploi, parce que c'est sûr que tu y penses à 2 fois si la conséquence d'une démission, c'est de te faire couper 12 semaines de chômage. C'est encore plus vrai aujourd'hui, tu n'auras juste plus droit à rien. On va évaluer ces coupures-là à 1,3 milliard de dollars. C'est-à-dire que ça va générer des revenus dans la caisse en termes de prestations qui ne sortent plus de 1,3 milliard. Ce qui est plus grave avec ces méthodes encore, c'est que l'État arrête de financer la caisse d'assurance chômage. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais l'assurance chômage, c'est aujourd'hui assurance emploi, on viendra plus tard, là, les prestations sont financées à même une caisse. La caisse, elle est financée par des cotisations des employeurs, des cotisations des salariés. Jusqu'en 90, elle est aussi financée à hauteur de 20 par l'État. L'État va donner l'équivalent de 20 à la caisse, puis je pense que c'est 40 pour les employeurs, 40 pour les salariés. Tout d'un coup, en 89, c'est fini. Nous, on ne met plus une scène là-dedans. Et on vient parler d'économies de 3 milliards de dollars par année. En fait, c'est 3 milliards qui ne sont plus versés dans la caisse. Il va y avoir des manifestations, il va y avoir du grabuge au Mount Royal Club, il va y avoir du piquetage à l'Hôtel Méridien, il va y avoir des bureaux des députés conservateurs de la région de Montréal qui vont être visités et occupés par la coalition Solidarité populaire du Québec. Il va y avoir une manifestation à Ottawa. 15 000 pétitions papier contre C21 vont être déposées au Sénat. Mais malheureusement, ça ne changera pas grand-chose parce que cette réforme-là va être adoptée pratiquement sans modification. La logique est toujours la même dans le pitch de vente du gouvernement. La ministre a déclaré à maintes reprises qu'il faut aller à l'encontre du caractère passif de l'actuel régime d'assurance chômage en misant sur la formation. C'est le début aussi de toute la question qu'il faut former finalement, que la question du chômage, ce n'est pas une responsabilité collective, mais c'est bien un fardeau individuel. Puis si on est en chômage, c'est parce qu'on n'est pas assez formé. Donc, toute la question des programmes de formation. Pour enrayer les phénomènes de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'emploi, alors qu'on compte plus d'1 million de chômeurs au pays. Pour ce part, le MAC de Montréal croit qu'il s'agit plutôt d'une politique d'adaptation de la main-d'œuvre aux besoins des entreprises et au libre-échange. Ce véritable détournement des fonds du régime qui sera dépensé en pure perte et toutes les mesures répressives qui l'accompagnent ne feront qu'accroître la précarité dans laquelle vivent des millions de personnes au Canada. À travers, c'est un peu les mêmes années là, que C21, il va y avoir quand même une bonne nouvelle qui est la victoire pour les chômeuses aînés. Comme j'ai dit tantôt, depuis 75, les chômeuses de plus de 65 ans, même s'ils sont aptes au travail et ils veulent travailler, ils n'en ont pas d'assurance chômage. Ça va être porté en cours, ça, puis ça va être contesté par une dame, une militante d'un comité logement, qui s'appelle Mme Marcelle Tétro-Gadouri, qu'on voit ici sur la photo quand elle va avoir gagné, avec l'avocat qui la représente, Jean-Guy Ouellet, qu'on salue au passage. Juste pour expliquer un peu la situation, Mme Tétro-Gadouri, ayant eu 65 ans le 8 septembre 1986, s'est vue refuser son droit aux prestations d'assurance chômage lorsqu'elle perdit son emploi le 19 septembre. Cela malgré le fait qu'elle répondait à toutes les conditions requises pour avoir droit à l'assurance chômage. Mais il y avait une restriction à cette loi, à ne pas être âgée de 65 ans ou plus. Elle n'avait donc pas droit à ses prestations depuis 11 jours à cause de son âge. Elle s'est donc adressée au MAC. Ça va être porté devant la Cour d'appel fédérale, ça va être gagné à la Cour d'appel fédérale.
en 88. Le MAC va demander publiquement au gouvernement Mulroney de ne pas aller en appel, de ne pas contester cette victoire-là à la Cour d'appel fédérale et de changer la loi tout de suite. Barbara McDougall, la ministre, elle va refuser de s'engager à faire quoi que ce soit. Pire encore, le jour même du déclenchement des élections en 88, le gouvernement Mulroney annonce qu'il s'en va à la Cour suprême avec ça. Finalement, la Cour suprême va rendre sa décision le 6 juin 91 et confirmer le fait qu'on ne peut pas priver des personnes du droit à l'assurance chômage sur la seule base de leur âge, que c'est discriminatoire. Donc, grosse victoire là, à travers cette époque un peu difficile. Et là, le MAC pensait bien que, tu sais, après 4 ans au pouvoir, depuis 88, le gouvernement Mulroney, déjà, il avait fait C-21, il arrêtait de financer, il pensait qu'il allait peut-être laisser passer la fin de l'année pour tenter de se faire élire. Mais non, le gouvernement Mulroney décide d'attaquer une autre fois la loi sur l'assurance chômage et par ailleurs les chômeurs-chômeuses avec le projet C-13. On apprend les intentions dans l'exposé économique du ministre des Finances, Don Mazankowski, en 92. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce projet de loi, il dit, maintenant, là, les congédiements disciplinaires, ce qu'on appelle les inconduites, puis les départs volontaires, c'est plus 12 semaines ou 7 à 12 semaines, c'est rien partout. Final bâton, à moins d'être justifié, là, mais sinon, tu n'as pas le droit au chômage. Il va y avoir une grosse mobilisation. On va interpeller directement le ministre Bernard Valcourt, qui était responsable de ça. Le ministre Valcourt, il va dire que cette réforme est nécessaire vu l'ampleur du déficit de la Caisse de l'assurance chômage. Le MAC dit que c'est plutôt ironique parce que ce déficit-là, il vient du fait que l'État ne cotise plus, ne contribue plus à la Caisse, puis aussi qu'il y a une grosse proportion de ces sommes-là qui ne vont plus en prestations, mais qui vont en programme de formation professionnelle de la main-d'œuvre. Donc, quand on vient parler de déficit, il y a quand même une analyse critique à faire dessus. Donc, sous l'œil des caméras, le ministre Valcourt a affirmé à la Chambre des communes que son projet de loi vise à empêcher les chômeurs et chômeuses de quitter leur emploi pour aller passer l'hiver en Floride aux frais des autres travailleurs. Toujours cette bonne vieille rhétorique du chômeur suspect, voilà, et ou paresseux. Suite à ça, selon la petite histoire, il y aura occupation de bureaux de chômage sur la rive sud de Montréal avec déversement de sable où on fait semblant d'être en Floride pour narguer là, cette déclaration-là de Bernard Valcourt. Caricature de l'époque de Serge Chapelot avec Bernard Valcourt déguisé en Terminator. Cette réforme-là va avoir lieu. Il va y avoir quelques petits gains, là, notamment excusez-moi, on devra aussi interroger l'employeur sur les circonstances de la fin d'emploi, puis que si on n'est pas capable, il y a 2 versions contradictoires, puis qu'on n'est pas capable de savoir qui est le plus crédible, on va donner le bénéfice du doute au chômeur ou à la chômeuse qui a quitté pour accepter sa version. Donc, c'est une maigre victoire, mais c'est quelque chose qui est arraché, là, puis qu'on utilise encore aujourd'hui dans des cas où on doit représenter des gens pour départ volontaire. Mais c'est depuis 1993 que si tu perds ta job, si tu es congédié pour inconduite ou tu démissionnes, tu as le droit à rien. Les vautours, 1994-2001. Donc, après le hachoir à viande, 88-93, on a les vautours. Donc, on a appelé ça comme ça parce que, on a déjà retirement du financement de l'État, retrait du financement de l'État, les exclusions totales pour les départs volontaires, les inconduites. Là, on pense que ça ne peut pas être pire que ça. Mais il s'avère que non, il y aura des réformes qui vont être encore pires que ça. Donc, l'expression des vautours, c'est pour dire on pensait que c'était fini, mais il y a encore des vautours pour venir gruger là, le cadavre de la loi sur l'assurance chômage. Pardonnez-moi l'expression. Le MAC, en 1993, est très occupé à mobiliser. Le MAC a toujours fait de l'action politique, mais toujours non partisane. Le MAC ne s'est jamais prononcé, là, évidemment, là, pour aucun parti politique. Par contre, en 1993, il invite les gens à voter contre Mulroney, c'est-à-dire pas pour une autre alternative en particulier, mais juste il veut que les conservateurs sortent parce que c'est assez, là, ça ne se peut plus les attaques contre le régime. Il y a de l'espoir quand même du côté libéral parce qu'il y a eu des déclarations très encourageantes de Jean Chrétien, qui à l'époque est chef de l'opposition officielle et chef du Parti libéral. Donc, après la défaite de John Turner en 88. Il a même fait une lettre d'appui au MAC, Jean Chrétien, où il pourfend les réformes de Mulroney et tout ça. Donc, on se dit qu'il ne pourra pas faire pire que son prédécesseur. Eh bien non, sans surprise, il fait pire. Et ça commence
quelques mois après son élection. Ça n'a pas de temps. Ça, c'est un extrait de la lettre que Chrétien avait envoyée au MAC de Montréal pour dénoncer là, le projet de loi C-113 là, sur les départs volontaires, tout ça. Donc, on avait vraiment l'impression que s'il était élu, ça allait être différent. Mais non. Dès 1994, le gouvernement libéral dépose le projet de loi C-17. On parle d'une hausse des conditions d'admissibilité, une réduction de la durée de la période de prestation, donc moins de semaines, et on baisse encore le taux de prestation. Là, on est rendu à 55 du salaire. Donc, les prestations d'assurance chômage vont équivaloir à maintenant 55 et c'est encore vrai à ce jour. Toujours un peu dans la même logique, pour justifier sa nouvelle réforme, Jean Chrétien déclare publiquement qu'il faut briser la mentalité du chômeur buveur de bière parce que le pays est dans le trou de 500 milliards et ne peut plus se permettre cela. Donc, il n'y a vraiment pas de gêne là, à toujours utiliser la même justification alors que les coupures n'arrêtent pas. Le MAC va, dans un mémoire, écrire « Ce n'est pas moins de 5,5 milliards de dollars que le gouvernement libéral ira chercher dans les poches des sans-emploi au cours des 3 prochaines années. C'est presque le double de la ponction réalisée par le ministre Valcourt avec sa dernière réforme. La réduction de la période de prestation représente près des 2 tiers de ce montant. Or, cette mesure sera durement ressentie par le segment de la main-d'œuvre déjà le plus affecté par la récession, soit les personnes ayant occupé des emplois précaires. » Cette réforme-là, elle va voir le jour. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'en parler, mais au début, jusqu'à les années 80, je parle beaucoup des discussions, des chicanes, des crises, des tensions autour de l'équilibre entre services individuels et actions collectives. Ça se résorbe, ça se calme à partir de la fin des années 80. Il y aura toujours ces discussions-là, mais quand même, il y a eu plusieurs crises internes. Ça arrête les crises internes à partir de 1900. La dernière grosse, c'est 1987, où la permanence, les 2 permanents vont démissionner. Et iront, entre autres, aider à fonder le comité chômage de l'Est de Montréal. On salue nos camarades Jean et Sophie. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Mais ça, c'était suite à cette crise-là. Mais après cette crise-là, il y a quand même un équilibre assez clair, puis le MAC arrive à mener ces 2 mandats-là en même temps. Des fois, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre ponctuellement quand il y a une grosse réforme, puis après ça, il y a une avalanche de services individuels. Mais si on regarde ça sur un éventail plus large en termes d'années, il y a un équilibre quand même qui se crée, puis ça va, c'est ça, il n'y a plus tant de chicanes sur ça, on mène de front le service individuel, l'action collective, puis l'un et l'autre se nourrissent et se répondent. Ça, c'est une photo d'une assemblée là, contre le projet de loi C-17. Réforme Axworthy, prise 2, retour vers le futur, 1994-1995. Donc, je vais citer le journal du MAC à ce moment-là. Au niveau politique, l'année 93-94 pourrait se résumer ainsi. Un long train rempli de couteaux qui ont volé de toutes parts et dont la locomotive n'est pas prête de s'arrêter avec la réforme des programmes sociaux Axworthy. Donc, Axworthy, lui, met tout sa table. Pension de vieillesse, assurance chômage, formation de la main-d'œuvre, transferts fédéraux vers les programmes provinciaux d'aide sociale. On est sur le bord de conclure, de signer l'ALENA. Donc l'accord de libre-échange nord-américain, on veut une main-d'œuvre souple, on veut une main-d'œuvre qui puisse être volatile, qui puisse passer d'une job à l'autre. Donc, pour créer de l'emploi, savoir dans les programmes sociaux du revenu, ces programmes sociaux qui rendent les gens paresseux et dépendants, privatisons les services publics, c'est une citation là, du MAC à l'époque, et faisons travailler le monde à des salaires plus compétitifs pour maximiser les profits. Autre citation, tu n'acceptes plus de travailler 50 heures par semaine pour un salaire de misère, tu n'acceptes plus d'être harcelé par un contremaître ou un patron avide de jouir de son pouvoir à cause de tes conditions de travail, tu n'as plus le temps et l'énergie nécessaires pour t'occuper de tes enfants et ça te fait trop mal, tu ne le supportes plus, eh bien, tu as tort. Quand on est un bon outil de production, on supporte tout, on se tait et on dit merci. Fait que là, il y a eu l'élection du gouvernement libéral de Jean Chrétien, la première réforme. La réforme Axworthy, qui n'a pas vraiment. La réforme Axworthy, elle a lieu, évidemment, là, puis elle va avoir des impacts. Elle se concrétise, la réforme Axworthy, en 1996 par ce projet de loi-là, le projet de loi C-12. J'en ai marqué Vive l'assurance-emploi parce que c'est là que ça va changer de nom. Nous, on continue là, au mouvement Action Chômage à utiliser le mot assurance-chômage, entre autres en résistance à ce projet de loi-là, puis aussi parce que les gens comprennent mieux quand on dit ça. Donc, le projet de loi C-21 va être adopté
le 5 janvier 1996 et on change le nom. C'est un changement qui va au-delà de la terminologie, hein, qui consacre le changement idéologique opéré depuis 1989, depuis C-21 avec Mulroney. Désormais, je cite, le régime ne doit pas s'immiscer dans le libre jeu des forces du marché, mais plutôt s'en faire l'accompagnateur. Selon le MAC de Montréal toujours, la responsabilité de l'emploi et du chômage doit relever du secteur privé, plus précisément de l'individu. Qu'est-ce qui fait le projet de loi C-21? By the way, il est jugé comme étant peut-être le projet de loi qui a fait, plutôt pas le projet de loi, mais la réforme ou la modification à la loi qui a fait le plus mal, plus que tout ce dont on vient de parler. Il va notamment changer la méthodologie pour calculer qui a droit, qui est admissible au régime. Donc, un changement qui a l'air de rien, qui a l'air d'être uniquement méthodologique, mais qui va cacher une autre réalité. On va passer d'un calcul en termes de semaines à un calcul en termes d'heures. Jusqu'à 1996, on demande d'avoir travaillé un certain nombre de semaines dans la période de référence, la dernière année. En 1996, on vient dire, c'est plus des semaines, c'est des heures. Ça a l'air de rien. C'est dur de mobiliser là-dessus parce que tout le monde fait, ben, OK, c'est plus des semaines, c'est des heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on considérait qu'une semaine pouvait être comptabilisée dans le calcul à partir de 15 heures travaillées dedans. Donc, et on demandait 12 semaines. Ben, ça change, là, je fais une généralisation, mais généralement, on demandait 12 semaines. Donc, à raison de 15 heures, on demandait donc 180 heures de travail dans la dernière année, avec le système des semaines. Et là, maintenant, on demande entre 420 et 700 heures. Donc, on vient plus que doubler, et dans les pires cas, on vient quadrupler le nombre de temps de travail nécessaire dans la dernière année, l'air de rien. Il y a aussi, on diminue le nombre maximal de semaines de prestations qu'on peut recevoir. Donc, avant, on pouvait recevoir jusqu'à 50 semaines de prestations, maintenant, c'est 45. Il y a d'autres changements, là, je passe un peu parce qu'il y en a beaucoup. On va aussi hausser les mesures punitives pour les chômeurs ayant fait des fausses déclarations. On est avec encore les fameux tricheurs. Donc, le MAC encore sort ses statistiques pour dire que c'est moins d'1% des sommes payées là, qui viennent de déclarations qui étaient frauduleuses sur les 1,5 million de personnes ayant fait l'objet d'une enquête. Donc, c'est énorme. Là. À travers ça, on va encore une fois, qui on va fragiliser, c'est les saisonniers qui travaillent moins d'heures dans l'année, les femmes, les jeunes et les nouveaux arrivants, les travailleurs immigrants et immigrantes qui ont moins travaillé dans la dernière année, ou les précaires en général. Ce n'est pas obligé dans ces catégories-là, mais les gens qui n'ont pas un job fixe à l'année longue avec un gros nombre de temps de travail, bien, cette réforme-là va faire qu'on va passer à un taux de couverture de 40 %. C'est-à-dire que le régime va couvrir moins de la moitié des gens qui devraient couvrir. Donc, ça, c'est une photo d'une manifestation là, qui parle de cette nouvelle réalité-là. Ah oui, la photo ici, c'est, excusez-moi, en entrée, c'est le fameux Shawinigan Handshake, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, ça c'est une peinture qui a été faite par Victorien Pilote, un ancien membre du MAC de Montréal. Et la personne qui est empoignée par le premier ministre, c'est Bill Clenett. Donc, ça, c'est une manifestation contre. Ça a eu lieu à Hull, où Jean Chrétien était là pour souligner le jour du drapeau du Canada. Et bien, finalement, il y a un groupe de militants, de manifestants qui vont venir pour manifester contre C-21, contre la dernière réforme. Et Chrétien n'appréciera pas la chose et va donc s'en prendre physiquement à Bill Clenett. Donc, après s'être attaqué verbalement aux chômeurs en les qualifiant de buveurs de bière en 1994, le premier ministre s'attaque physiquement à un manifestant qui exerçait son droit légitime de contestation, droit enchâssé dans la Charte des droits et libertés de ce pays. La contestation serait-elle devenue indécente et injustifiée pour M. Chrétien, faudrait adopter des mesures plus musclées pour bâillonner ces crottés de contestataires. Depuis plusieurs années, la lutte aux chômeurs a pris le dessus sur celle contre le chômage. Bill Clenett perdra une dent lors de cette altercation et pour la petite histoire, ses frais de dentiste seront remboursés par la Gendarmerie royale du Canada, soit les gardes du corps de M. Chrétien qui doivent d'habitude protéger le premier ministre, mais là, on n'a pas réussi à protéger quelqu'un d'autre du premier ministre. Une photo d'époque. Ensuite, le vol de la caisse. C'est pour ça que la thématique des vautours s'impose, c'est que non seulement on va continuer des réformes, mais on va aussi venir continuer à drainer l'argent de l'assurance chômage par d'autres moyens.
ça commence en 96. Le vol de la caisse, c'est quoi? C'est le gouvernement qui prend de l'argent qui est dans la caisse d'assurance chômage, donc qui est issu des cotisations des employeurs et des travailleurs et travailleuses, et qui l'utilise pour complètement autre chose. Éponger le déficit, financer des routes, le mettre dans des budgets courants de d'autres ministères. Mais ce n'est pas de l'argent qui est payé par les impôts généraux, c'est de l'argent qui vient vraiment des cotisations. Donc, nous, on appelle ça, dans ces années-là, c'est vraiment l'expression le vol de la caisse qui va arriver. On se rappelle en plus que cet argent-là, il n'y a pas une scène qui vient de l'État. L'État ne cotise plus depuis 1990. Le successeur de Lord Axworthy en 1996, au ministère de l'Emploi et de l'Immigration, Doug Young, avait pourtant affirmé qu'on ne pigerait jamais dans la caisse. Pierre Petitgrou, son successeur, qui prend les commandes du ministère en octobre 1996, va être plus direct. Il va dire, il faut être honnête, ça a été dépensé. Si nous n'avons plus de déficit au Canada, c'est parce que ces fonds-là ont été utilisés tels qu'indiqués dans le budget. Donc, un gros merci aux chômeurs et chômeuses d'avoir donné leur cotisation comme ça pour permettre d'éponger le déficit. Le premier ministre lui-même ne se montre d'ailleurs pas particulièrement gêné de ce vol de grand chemin. Le 20 milliards n'existe donc pas, comme l'a si bien mentionné M. Chrétien. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de caisse de côté où il y a de l'argent dedans. C'est une question de comptabilité, nous dit le premier ministre. Dernier dossier du bloc de 1994 à 2001, c'est la question des douanes et de la vie privée. En 1996, il y a un projet pilote qui est mis en place sous forme d'une directive à la Commission d'assurance emploi, maintenant, il faut dire, pour pénaliser les voyageurs chômeurs. Il faut savoir que quand on reçoit des prestations d'assurance chômage, on n'est pas supposé quitter, sauf exception, le territoire canadien. On doit être disponible et à la recherche d'un emploi. On peut chercher de la job au Yukon Center, mais on ne peut pas traverser la frontière nationale du Canada. Donc là, le gouvernement, il fait une nouvelle directive et il veut utiliser les formulaires, vous savez, les formulaires qu'on utilise quand on est en avion, sur des choses à déclarer, tout ça, qui relèvent des douanes, le fameux formulaire E311. Et plus grave que ça, la commission, quand elle va réussir à obtenir ces formulaires-là, et dès qu'il y a des formulaires qui disent qu'une personne a quitté le Canada et que le chômeur ou la chômeuse ne l'a pas déclaré au chômage, bien, elle va considérer a priori que c'est une intention frauduleuse, qu'il y a une intention de frauder, de cacher l'information. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut quitter le pays puis avoir droit quand même à l'assurance chômage. On fait des recherches d'emploi à l'étranger, une entrevue d'embauche à l'étranger, un traitement médical, des funérailles de proches, tout ça. Mais eux autres, ils disent non, dès que tu ne l'as pas déclaré, frauduleux. En octobre 1996, le MAC dépose une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour contester le couplage de données. Et on achemine des centaines de plaintes individuelles de chômeurs qui convainquent le commissariat de demander en fait à la Cour fédérale de vérifier la légalité de l'utilisation des renseignements personnels. Le MAC de Montréal est estomaqué et condamne le comportement du ministère qui va jusqu'à fabriquer de la preuve pour piéger des prestataires de l'assurance emploi. Jusqu'à ce jour, le MAC a réussi à mettre la main sur 3 formulaires falsifiés par le ministère. Les 3 prestataires ont coché qu'ils refusaient la demande de renseignement et contestent. Quand ils reçoivent leur dossier, c'est coché oui. A-t-on droit, au nom de la sacro-sainte chasse aux prétendus fraudeurs, d'utiliser des méthodes non seulement immorales, mais également illégales? En 1998, la Cour fédérale nous dit qu'elle va traiter de la question. Le MAC est très actif sur le terrain, fait beaucoup d'éducation populaire, fait une trousse d'éducation populaire, donne des séances d'information. On a calculé, selon les archives, qu'en 1996 et 1999, c'est plus de 7000 personnes qui entrent en contact avec le MAC pour connaître leurs droits en termes de protection des renseignements personnels. Les fonctionnaires vont même aller plus loin que ça. Ils vont contacter directement les transporteurs aériens, notamment Air Canada, qui collaborent là, sans aucune vergogne et donnent toutes les informations privées des chômeurs et chômeuses au gouvernement du Canada, à la Commission d'assurance chômage. Il y a de l'intimidation, en tout cas, clairement. Ce qui va se passer, c'est que ça va arriver à la Cour suprême et la Cour suprême va finalement déclarer que l'intérêt de la sécurité, va primer sur la protection des renseignements personnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'audience à la Cour suprême elle a lieu tout de suite quelques mois après les attentats du 11 septembre. Donc,
dans la foulée là, du Patriot Act aux États-Unis, dans la montée du discours sécuritaire, dans la crainte. Donc, finalement, elle va déterminer que selon la prépondérance, tout ça, la balance des probabilités, bien, la protection des renseignements personnels est moins forte là, que le fait d'utiliser sans le consentement des chômeurs ces renseignements-là. Donc, une bataille de perdue, mais qui met la table finalement pour une utilisation assez cavalière là, des renseignements personnels et privés des chômeurs et chômeuses. Ça n'arrêtera pas dans les années qui vont suivre. Le chapitre, on l'a appelé Morne pleine. Salut Jean Ayotte sur la photo. Parce que il ne se passe pas tant de choses que ça. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il n'y a plus d'attaques énormes contre l'assurance chômage pendant, pendant cette décennie-là. Ça va permettre, entre autres, là, au groupe de se regrouper. Et on assiste à la fondation en 1999 du MAS, du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, notre regroupement national. On salue Samuel et Camille qui sont là ce soir avec nous. Ça va permettre aussi, toujours un peu ça, quand il y a un petit répit en termes de mobilisation contre des grosses réformes, ça permet de mettre à jour nos revendications puis de continuer le travail de réflexion un peu plus qu'on peut moins faire quand on est dans l'urgence de régler des cas individuels. Donc, c'est là où c'est à ce moment-là, là, c'est en 2002 que les revendications qui sont encore les mêmes pratiquement aujourd'hui, du MAS là, arrive, donc un critère d'admissibilité à 350 heures, un plancher de 35 semaines, un taux de prestation, là, on dit 70 %, à l'époque, on disait 60 %, puis l'abolition des exclusions. Ça, c'est beau. Le vol de la caisse, ça continue. Ça, c'est un film qui a été fait, qui est introuvable, mais qui a été fait par Éric Michaud sur le vol de la caisse et Paul Martin. Donc, Paul Martin, en tant que premier ministre, va poursuivre l'œuvre de son prédécesseur Jean Chrétien. Bien, sa propre œuvre, parce qu'il était ministre des Finances au début du détournement de la caisse, là, mais il va continuer à piger dedans allègrement. On parle, ça va aller jusqu'à 57 milliards là, détournés de la caisse d'assurance chômage. Toujours la même logique, ils vont la vider. Puis là, ils vont dire, mais il n'y a pas d'argent dedans. Donc, on est légitime d'avoir resserré les critères d'admissibilité. Puis, bien, sauf que c'est eux autres qui créent le déficit en vidant la caisse. Le MAC va s'insurger contre ça. Ça va être porté en Cour suprême par une coalition syndicale en 2008. Et malheureusement, ça va être perdu. La campagne des 100 chemises à laquelle le MAC avait participé en 2004 en avait fait pour l'élection fédérale, en avait fait sa principale revendication. Ça, c'est un extrait ça, c'est une réaction à la décision de la Cour suprême. Donc, les juges Robert Gendreau et Brossard légalisent le détournement et l'utilisation des cotisations d'assurance chômage à d'autres fins que l'indemnisation des sans-emploi. Ils vont dire que c'est de l'argent géré par le gouvernement, donc il n'y a pas de question de détournement, même si ça ne vient pas des impôts. Donc, on vient finalement là, donner raison au gouvernement. Oui, 2002-2011, c'est aussi la période où on ferme les bureaux de chômage et on voit l'arrivée des centres Services Canada en 2006. Donc, une grosse perte là, pour les chômeurs et chômeuses des centres, des méga-centres. Donc, il n'y a vraiment plus là, cette question de proximité disparaît. C'est quelques centres à Montréal, je pense qu'il y a 4 ou 5 centres Services Canada. Peu d'employés. Et le début de l'informatisation aussi, là, qui va être pas facile pour de nombreuses personnes qui n'ont pas Internet ou ne sont pas à l'aise avec l'ordinateur. L'avant-dernier chapitre, le saccage de Harper. Je vais passer vite parce qu'il est tard. Là. Ça, c'est à Ted Fermaise, donc cette photo-là. Voilà. Donc, il va être amené dans le budget, ça. C-38, c'est la loi sur le budget, la loi portant sur l'exécution du budget. On l'a aussi appelé la loi Mammouth. Une tabarouette de grosses briques, de vrai, je ne sais plus combien de pages, 400 pages. Puis là-dedans, on va cacher des modifications. Une autre attaque contre le régime d'assurance chômage, contre laquelle le MAC va énormément se mobiliser. Grosso modo, on vient scraper les tribunaux qui permettaient de contester une décision, le conseil arbitral, qui est un autre tribunal de proximité, pour faire le nouveau tribunal de la sécurité sociale. Et deuxièmement, on vient modifier la notion, la définition d'emploi convenable. Donc, on veut punir les chômeurs et chômeuses qui sont considérés comme des prestataires fréquents. C'est un tableau d'éducation populaire qui avait été fait à l'époque par le MAC de Montréal, qui nous montre ça dans le fond. Là. Vous l'avez là, vous ne voyez pas ce que je fais avec ma main, excusez.
mon curseur, je ne sais pas si vous le voyez, mais travailleurs de longue date, donc des gens qui demandent peu d'assurance chômage, prestataires occasionnels, puis les fréquents. Les fréquents, c'est qui? Ben, c'est les saisonniers puis les précaires, là, grosso modo. Eux, on va leur demander là, finalement de vraiment accepter éventuellement des jobs qui ont toute occupation, donc qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font dans la vie, puis de voir à la baisse là, au niveau du salaire, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter dans leur recherche d'emploi. Donc, le but, clairement, ça a été dit par la ministre Finlay, puis par le ministre des Finances Flaherty, on veut du cheap labor canadien, ça n'a pas rapport qu'on doive importer des travailleurs, travailleuses, étrangers, étrangères pour combler des postes. On veut du cheap labor canadien. Ça, c'est une photo d'occupation. Donc, il y a une grosse. Le MAC a été très, très impliqué, puis tous les groupes du MAS d'ailleurs, là-dessus, très impliqués là, pour essayer de bloquer cette réforme-là. Ça va. Elle va quand même être adoptée. Il va quand même être adopté, ce projet de loi-là. Mais les groupes de chômeurs et chômeuses vont continuer la mobilisation même après l'adoption. Le but étant de garder ce dossier-là actif, même après son adoption, pour on sait qu'il y a une élection en 2015 pour essayer de battre les conservateurs puis que le prochain gouvernement annule la réforme. Et ça va fonctionner. Parce que c'est ce que Trudeau, le gouvernement de Justin Trudeau, va faire en partie en arrivant au pouvoir en 2015. Donc, on fait des alliances avec les groupes de défense d'aide sociale parce qu'il y a une réforme là, de la ministre Agnès Maltais dans les mêmes années. L'autre gros morceau de la réforme Harper, c'est le tribunal de la sécurité sociale. Donc, on veut faire des économies, en fait. Là, on fusionne tout. On scrape un tribunal de proximité pour avoir une super machine qui ne fonctionne absolument pas. Les délais sont incroyables. C'est des mois avant d'avoir une décision. Les décisions sont longues. Le processus en lui-même, et vous l'avez ici, c'est un diagramme de comment là, ça a beaucoup changé quand même, là, mais comment fonctionnait le TSS au début. Il y avait des permissions d'en appeler, il y avait des millions d'étapes. C'était un petit peu le parcours du combattant là, pour. Alors qu'avant, c'était super simple. Tu avais une décision, tu avais une audience en 30 jours au conseil arbitral, tu avais une décision en 5 jours, puis ça allait bien. Le but, clairement, c'est de décourager les gens de contester une décision qui leur refuse le chômage ou qui leur demande de rembourser. Et ça va tout à fait fonctionner. Parce qu'effectivement, il y a tellement de moins de gens qui vont aller au tribunal de la sécurité sociale. Je n'ai pas les. Ouais, à titre d'exemple, là, entre le 1er avril et le 30 novembre 2013, seules 287 audiences ont été tenues, alors que 1776 appels ont été déposés. Sur ces 287 audiences, seuls 55 appels ont été accueillis pour 232 rejetés. À titre comparatif, l'année précédente, le conseil arbitral il avait reçu 20 000 appels cette année-là. Donc, on passe de 20 000 appels à 1776 appels, mais qui vont juste déboucher sur 287 audiences. Fait qu'on ne sait pas, là, le 1500 autres, là, il s'est perdu dans le processus, il s'est découragé ou s'est allé sur l'année suivante tellement c'était long. Bon, ça, je l'ai dit. Juste pour vous dire, le tribunal est encore en place. Il y a des nombreuses améliorations. Ça va beaucoup mieux. La seule chose qu'on revendique encore, c'est le retour du tripartisme, c'est-à-dire qu'on ait quelqu'un du milieu syndical, quelqu'un du milieu patronal, puis un président ou une présidente neutre, comme on avait au conseil arbitral, plutôt un ou une seule juge. Mais sinon, grâce au travail notamment du MAS, là, il y a eu quand même des très, très nettes améliorations en termes d'accessibilité pour les justiciables. Et je passe très rapidement parce que là, le temps file vraiment. Mais 2015 à aujourd'hui, le rafistolage, c'est-à-dire que le gouvernement Trudeau arrive en place en 2015, fait quelques petites modifications, la fin de la DREMPA, la réduction du délai de carence de 2 à 1 semaine, l'abolition de l'emploi convenable, là, de ce que Stephen Harper avait mis en place en 2013. Par contre, en même temps qu'il fait ça, en 2015, le gouvernement Trudeau il annonce aussi une enveloppe de 21 millions de dollars supplémentaires pour le département d'enquête. Donc, la répression, elle, se poursuit. 2015-2020, c'était aussi des années importantes sur la lutte des femmes et du chômage. On voit ici Dominique Daigneault, le président du Conseil central, ma collègue Kim, qui éclate de rire en arrière. Donc, un gros travail d'analyse pour démontrer en quoi la loi sur l'assurance chômage est sexiste envers les femmes, une loi d'apparence neutre, mais qui couvre vraiment moins les femmes parce qu'elle constitue une large partie des salariés à temps partiel, des salariés au salaire minimum, parce qu'elles sont une proportion importante du salariat précaire. Donc, on a lancé avec le MAS la campagne Travailleurs à justice, Travailleurs à chômeuses, même injustice, même combat,
en 2018 et aussi un recours mené toujours par ma collègue Kim devant le tribunal de la sécurité sociale pour contester la règle qui fait que les femmes qui perdent leur emploi pendant leur congé parental ou juste après leur congé parental n'auront pas droit à l'assurance chômage. On attend toujours la décision de ce recours pour déclarer la loi inconstitutionnelle. Citation, ça va. Photo de manifestation. Notre contestation constitutionnelle. Quelques statistiques, mais là, il est vraiment tard, fait que vous lirez le roman feuilleton. Et finalement, bienvenue chez Service Canada. Ben, le MAC, un peu fidèle à sa tradition, là, continue de vraiment tarauder l'appareil administratif pour que les abus arrêtent, pour que les délais soient plus courts, puis qu'on ait vraiment là, une commission d'assurance chômage qui puisse répondre aux demandes. Là. Puis ça, ben, ça va avec notamment des revendications pour qu'il y ait plus de fonctionnaires et qu'ils soient mieux formés. Voilà. Et finalement, ben, il y a eu la pandémie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a une pandémie. Et la pandémie nous a donné pas mal d'espoir au niveau des groupes de défense des chômeurs parce qu'il y a eu un aveu d'échec officiel et public de la part du gouvernement comme quoi le régime d'assurance chômage ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'ils ont fait la PCU. Et on nous a promis une réforme. On attend toujours. Les consultations sont là, mais il y a quand même un aveu d'échec public et une promesse de réforme. Quel sera le contenu de cette réforme? Ça ira jusqu'où? On ne le sait pas. Mais la pandémie, en tout cas, aura permis de dévoiler au grand jour ce que les groupes de défense des chômeurs et chômeuses dénoncent depuis, grosso modo, 1990, c'est-à-dire qu'on a un régime qui ne fonctionne pas. Maintenant, ce n'est pas une autorité publique. Après ça, est-ce qu'il y aura réellement une réforme? Puis si oui, ça sera quoi? Bien, ça, on vous invite, on a passé du temps dans le passé, mais on vous invite dans le présent à militer avec nous pour qu'il y ait une vraie réforme et pour un régime d'assurance chômage universel.